Lorsque nous sommes arrivés près de Bluff Creek, il y avait une créature velue, d'apparence humaine. Elle semblait mesurer entre 1,80 m et 2,10 m. La créature nous a regardés quelques secondes, puis elle s'est retournée et elle s'est éloignée lentement. Elle a laissé de belles empreintes sur le sol. Elle s'est éloignée de nous en marchant lentement, très lentement, comme un homme aurait pu le faire. L'animal, semblait-il, était une femelle, parce qu'elle avait apparemment des mamelles. La chose marchait comme un adulte, très souplement. Elle avait de très gros muscles. La meilleure description qu'on pourrait en donner, c'est un énorme être humain couvert de poils. Vous observez ce même genre d'êtres plus ou moins humains, plus ou moins sauvages et singes au Pakistan. Vous ne les avez pas encore vus, vous avez aussi recueilli des témoignages. Et avoir des images du Bigfoot, est-ce que vous pensez qu'il pourrait exister? Bon, je vais répondre à la première d'abord. Oui. Moi, donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est une étude purement zoologique, c'est-à-dire essayer de traiter ça comme on traite n'importe quelle espèce animale. Donc il y a moins longtemps que Marie-Jeanne que je suis sur le terrain, c'est depuis fin 87 seulement. J'ai fait seulement 2 missions, mais j'ai essayé de déterminer, de faire ressortir les critères, disons, morphologiques, c'est-à-dire l'aspect, l'écologie et l'éthologie, c'est le comportement de ces êtres-là. Et effectivement, bon, par rapport à ce qu'a fait Marie-Jeanne Kaufmann dans le Caucase, ça se recoupe. Maintenant, par rapport à ce qui existe à travers le monde, et notamment le Sasquatch ou le Bigfoot, moi je serais un petit peu plus critique, je ne serais pas tout à fait de l'avis de Marie-Jeanne. Personnellement, ce film, si on le passe à sa vitesse réelle, je pense c'est une belle mise en scène par rapport justement à des témoignages qui existent à travers l'Asie ou ailleurs. Mais ça sonne un peu faux, disons. Enfin, moi, je ne suis pas entièrement convaincu de ce film. Je suis très critique dessus. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas convaincu du film? Si on passe à vitesse réelle, hein, ralenti comme ça, non, la démarche n'est pas... Nous l'avons à la vitesse réelle parce que les Américains nous l'ont apporté justement pour expertise. Mais quelles sont vos objections contre ce film? Qu'est-ce que c'est les espèces de mamelles qu'on voit là, selon vous? Des mamelles. Et dans vos témoignages, vous avez des mamelles velues? Oui. Ah, je n'ai pas. Oh, je regrette, mais j'en ai. Vous avez montré ces images en Union soviétique? Oui, nous les avons montrées à nos témoins, et qui, en riant, nous ont dit c'est probablement le nôtre qui est passé aux Américains. Cet être se trouvait dans une sorte de cercueil réfrigéré, avec une glace au-dessus, et dans un bloc de glace, mais qui avait été soigneusement, je dirais, raboté pour ne laisser qu'une fine couche de glace, donc on le voyait très bien, surtout avec des projecteurs, etc. J'en ai fait une grande quantité de photos, pas assez à mon avis, parce que moi j'étais convaincu qu'on le saisirait peu après, mais j'en ai fait assez pour pouvoir faire des reconstitutions que j'ai par la suite étudiées pendant 4 ans avant de publier mon livre sur l'homme de Néandertal. Alors, Sanderson et moi, nous étions effarés. C'était un être qui mesurait environ un peu plus d'1,80 m, qui était velu de la tête aux pieds comme un gorille, dont la peau était très blanchâtre, le visage étrange, avec un nez écrasé comme aucun hominidé n'a jamais eu. C'était plutôt comme ce qu'on appelle le rhinopithèque roxellan.
D'autres détails étaient très frappants, c'était la grandeur des mains et la longueur des doigts, et puis les orteils surtout, qui étaient tous recourbés vers le bas, comme pour, je sais pas, mieux agripper le sol. Par la suite, quand j'ai étudié le spécimen sur les photos, les reconstitutions que j'ai fait faire à partir des photos, et que j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur les Néandertaliens, je me suis aperçu qu'il y avait eu des recherches soviétiques qui montraient que le pied du Néandertalien était un pied de grimpeur de rochers, escaladeur de rochers. Ceci est le décryptage grandeur nature de cette photo-ci, composite, faite de 4 photos différentes, donc de cet homme néandertalien pongoïde, c'est-à-dire à apparence d'homme de singe ou d'anthropoïde. Vous y voyez tous les détails. J'insiste bien, ce n'est pas une conception d'artiste, c'est un décryptage fait d'après les photos. Où vous voyez cette face étrange avec ce nez très relevé qui n'existe en aucune race humaine actuelle, les mains aux doigts très allongés qui sont des mains d'un être qui doit ramasser des herbes, arracher des racines peut-être, les orteils retournés vers le bas d'un escaladeur de rocher, le pénis peut-être celui semblable au pénis rictus des Bushmen. Vous voyez ce thorax extrêmement puissant. Il ne mesure que, en fait, que 1m82-83, mais c'est cette abondance de poils qui le fait paraître tellement énorme et tellement effrayant pour ceux qui le rencontrent. Voilà, Jordi Magraner, ce portrait robot de l'homme congelé qui serait un homme de Néandertal, vous le connaissez bien parce que vous l'avez montré à vos paysans du Pakistan. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait faire... D'abord, je reviens un tout petit peu en arrière. Non, mais ne compliquons pas la vie. Je voudrais faire un commentaire là-dessus. Bon, oui, effectivement. Moi, dans le travail que j'ai fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les témoins à qui j'ai présenté une série de ce que j'appelle des repères photographiques où il y avait de tout, des anthropoïdes, des reconstitutions d'hominidés reliques et des reconstitutions du Yéti, Gigantopithèque, etc. Ils ont toujours systématiquement choisi, et sans hésitation, c'est ça qui est intéressant, la reconstitution, non pas ce qu'on a montré là, mais la reconstitution à l'état vivant de l'homme pongoïde, et immédiatement, soit la reconstitution complète ou soit la tête. Et donc c'est frappant puisque quoi que l'on pense de cet homme congelé, qu'il existait ou pas, que ce soit un vrai ou un faux, peu importe, Evelmans a donné une série de caractères descriptifs qu'on retrouve sur le terrain. En zoologie, quand on retrouve ces caractères sur un ensemble d'individus, on appelle ça des critères de détermination et on les retrouve sur le terrain. Donc vous voulez dire que tous vos témoins reconnaissent bien sur le terrain. Tous vos témoins reconnaissent celui-là et pas un autre parmi vos dessins. Dans la région, j'étais moi. Oui. Or, cet homme congelé, en principe, il est arrivé aux États-Unis par des filières un peu bizarres venant d'Asie. L'homme congelé, oui, il a dû être introduit. Donc il pourrait venir d'Asie. Il vient... je pense même que d'Asie. C'est pour ça que je voulais faire un petit retour en arrière, parce que je pense qu'on fait de grandes confusions avec Sasquatch, Bigfoot, Yeti et compagnie. Il y a deux choses. Il y a des êtres à apparence d'anthropoïdes, qu'on reconnaît bien d'après les descriptions parce qu'il y a des canines, ou quand il fuit, par exemple, le Yeti fuit toujours à 4 pattes, jamais bipède. Donc c'est un singe, le Yeti. Un singe, ou disons, proche des anthropoïdes, enfin plutôt dans ce groupe-là, alors que dans la zone paléarctique de l'Asie, et uniquement en Asie, ce qu'on retrouve, c'est bien des hominidés avec une dentition qui est du type humain, moi j'en ai aucun avec des canines, et qui est toujours et constamment bipède, qui se déplace sur ses deux jambes, et jamais à 4 pattes. Donc il faut séparer, si vous voulez, entre hominidés, puis le reste, qui peut-être, si le Sasquatch existe... Oui, le Bigfoot. Le Sasquatch, disons le Bigfoot. C'est la même chose, oui. C'est la même chose. Hein. Oui, mais on vient de faire la différence entre le S'il existe, Yeti et donc le Bigfoot, ce serait plutôt dans la... En Asie. Non, en Amérique du Nord. Le Bigfoot, oui, en Amérique du Nord. Ce serait plutôt un proche parent des anthropoïdes, ou voire même un anthropoïde. Je ne suis pas sûr du tout qu'il faille retenir l'idée de Néandertal. Par contre, restons attentifs à
l'existence ou non de cet homme et à savoir... Oui, ce qu'il peu importe le nom, qu'ils sont néandertaliens ou pas, ce qui est intéressant... C'est entendu, mais vous comprenez que je puisse me réagir contre... Ce qui est important surtout, c'est que ce soit un hominidé, et c'est beaucoup plus intéressant que ce soit un hominidé qu'un anthropoïde ou autre chose. Oui. Bien sûr. Mais vous pensez tellement qu'il existe que vous êtes prêt à aller passer 5 ans de votre vie dans ces montagnes du Pakistan à manger des racines et des lézards pour pouvoir le photographier. Oui, c'est-à-dire que moi, il faut procéder par étapes. Moi, d'abord, j'ai dégrossi le terrain, il fallait connaître le milieu, la faune, la flore et les gens qui habitent dans ces régions-là, exploiter les témoignages, localiser les zones intéressantes. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de concrétiser un contact. Voilà, nous voyons voilà le lieu. C'est là où il vivrait. Voilà, dans la zone où on était, il y a deux types de milieux. C'est ce qu'on a vu, les forêts de cèdres ou de sapins, ou la partie nord plus haute, à partir de 4000 mètres et plus, qui est dénudée avec des fonds de vallée très verdoyants. Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. C'est le dessin. Oui. Là, c'est un dessin de la tête. Dessin de la tête très détaillé, d'observation qui a duré 2 heures de la part d'un berger. Ce sont des sociétés de tradition orale qui ont un coup d'œil, si je peux dire, qui observent très très bien. On voit très bien la dentition. Voilà le berger qui choisit la reconstitution de l'homme pongoïde comme repère. Un autre individu aussi, par contre cheveux courts mais plus vieux, avec une poitrine, qui avait du blanc sur la poitrine, qui présentait même certaines infirmités. À l'étage subalpin, ici, qui a été vu à l'étage subalpin, au pied d'un épicéa. Voilà. C'est là qu'on l'a vu. Voilà, c'est un épicéa dont les basses branches constituaient une espèce de hutte dont on pouvait parfaitement rentrer. Ça, c'est un cas plus intéressant. Il s'agit d'une femelle qui devait certainement avoir perdu son jeune et qui a pris un des enfants. On est arrivé à peu près une semaine après, on a enquêté. Et ça s'est produit dans ce petit village du Nord, tout près du village, en plein milieu de journée. Alors on pense qu'elle avait dû perdre son jeune et qu'elle a tenté de substituer, de perdre son jeune. On voit donc les témoins qui choisissaient également l'homme pongoïde. La petite fille qui avait été enlevée. Là, il s'agit d'un jeune, par contre, qui faisait à peu près 1,10 m, qui a été pratiquement battu par un berger qui est ici. On est en train de l'interroger. Dont il a pu bien observer le comportement de défense. Il mettait ses mains en avant pour se servir de ses griffes, de ses ongles, pardon, pas des griffes. Là, on voit le pied, qui est un pied pas très long, effectivement, mais qui est plutôt large, qui est adapté à la montagne. Pour son régime alimentaire, il est à dominante, c'est une dominante végétarienne, essentiellement des ols sauvages, comme on a vu, mais il peut également collecter, ramasser des petits animaux, comme des agames qui abondent, ou des jeunes marmottes. C'est ce qu'ils mangent, donc ils mangent tout. C'est ce qu'ils mangent, c'est-à-dire tout ce que les témoins ont vu dans leur comportement, ou des larves d'insectes, ou d'autres petits mammifères, comme ici des pikas, qui sont des petits lapins de rocher. Et le revoilà. Et voici donc la reconstitution de l'homme pongoïde que tous les témoins choisissaient systématiquement. Donc ce que vous espérez, vous, c'est au cours de votre prochaine expédition, c'est de pouvoir... Bon, là, et ça, c'est du matériel de vision nocturne que nous avions pour faire les observations de... Vous êtes un peu sponsorisé maintenant, vous avez encore besoin d'être sponsorisé, oui. et donc... Et donc vous espérez bien pouvoir le photographier et à la limite le capturer. Oui, c'est-à-dire qu'on va essayer d'abord d'essayer effectivement de le photographier ou de le filmer et puis essayer de le capturer pour, comme on dit, prélever un petit peu de matériel biologique pour voir ce que c'est, éventuellement le radiographier. Est-ce qu'il est agressif ? Bon, d'après les témoignages, il semble que non. Il n'est pas agressif, il a une certaine attirance qu'on observe dans certains témoignages ou même dans ce que véhiculent les gens pour les femmes. Humaine, mais donc sinon il n'est pas agressif, c'est-à-dire que la simple vue d'un homme, il fuit. C'est ça. Plus un être est primitif, moins il est agressif. Puisqu'on est là devant témoin, il faudrait que vous nous promettiez de faire une émission spéciale de la RTB dès que si vous nous ramenez un exemplaire vivant, ou bien un film, qui soit ici sur le plateau. Hein. Alors ramener c'est autre chose. Moi je ne suis pas tellement partisan de l'enlever d'où il est, mais on va faire l'émission là-bas, oui. Je préfère qu'on aille le filmer là-bas et qu'on le regarde un peu là-bas, et puis après... Parce qu'ici, je pense qu'il serait quand même malheureux. Hein. Oui, vous croyez? Ça y est, शुक्रिया. अच्छी चाय तदम. उसको क्यों? सही? सही. Ayes nari to pochita. क्या है नरी? Barbanu. Permanu. Di.
Oro kalip kicha. Drunga. Birohuna. Biro. Kicha. Birohun. De biro jambadi. Aya, birohun. De biro. Drunga kandori. Do moshe ba. Lot. Lot no. Ayama khaltabaro ba. Moshe ba, moshe. Barabar. Ah, tabara bara. Hamu bara bara. Ale ko fuk. Badi dot. Aish nari. Aya barmanu. Es kicha kasir. Chorpongi, jupongi. Moshe ba, juponge. Juponge. De juponge. Sahi. Aish nari. Oro kalipto droshenia, zopshenia. Droshene dro, hamuta dro, hamus dro. Dro, bodro. De dro hai krem tu de. Kamdro. Hai saldro. Savdro. Saldro, zapniki, Zapniki. saldro, saldro. Sahi. Posto rank. Posto rank kiakisma. Posto rank. Kiakisma. Shata ba. Sha. Shata. Aya sha, saf sha. Hayajano, hayajano. Posto. Hayajano. Posto rank, posto rank. Postoran de sha. Sha. De sura zor de sha mula khoti sha. Shata. Puch. Puchu puki sha ise ba muniro. Puch. Haya mun. Tul. Tol. Kandori. Birohun kandori. Hamun. Drunk kandori. No, no, drunk. Dung ato sho acham na preta. Hamuniro no yo sha. Drunk kandori. Aya. Haya hamun hamun. Aya. Haya hamuni. Tul bo hamun. Pong. Anisem pong. Pong. Di. Beni mi. Tabul po. Pong na. Pong. Hamus tam pong. Hayadi, hayadi. Haya mula. Hayada zohni. Haytan zohni. Fubu hay zohni. Zohaya. Hamid na hamid. Hamid hamne dung dung hamid. Lochamut. Andi haya hamid na sare hamnilo. Aya jupuk sida. Sida, ay fuk sida. Anisen ost. Ost. Kicha. Shika. Lot. Biluhuna. Kia. Aya ost. Lochamut. Aya jara. Kura. Hamus tan tul. Hayana. Di. Hamne. No. Lochamut. Kia jara. Ost. Aya. Kia jara. Haya hamun dungi ko hamta sa. Hamun. Di. No. Lochamut. Hein? Ha. Ispa. Aya. Sahi. Haya hamogon ta. Berbanu kura. Aya. Kura. Sida sahi hamid pura. Sida. Aya. Sida hamid pura shin. Sida. Sida. Pura. Oromor kiakisma. Chika. Lot. Hamuni lot. Amuni. Fuk hamuni heta. Hamuni. Amuni. De. Ika hamina hamid. Hamid. De. Bando vonta hamus. Bilkul. Anisen niskar. Oro niskar kiakisma. Neskar hamuni ilo. Haja ay ganina. Amuni. De hamuni sangi pe. Hamuni sangi. Lot. Lot de. Hamun sangi pe. Ka lot. Bilhun. Drum. Hamid drum. Lot. Drum. De drum lot. Drum. Hamid bak. Hamuni lot. Lot niskar. Lot neskar. Barabar kia. Barabar Tajik. Barabar China. Aya. Hayata haya. Aya. De hamus. Lot. Chamut. Dek. Dek. Niskar ay niskar walu. Lot niskar. Tapat. Amis sahi. Haminik. Aya.
Don barabar mos. Mocha donago, mocha. Di lot sek. Lota. Mocha donago. Lota. Lot no pupu. Aya pupupuk. Lota no niki. Niki no niki. To doni. Anasya ya. Oro donan. Oro donan poshin Ispuru. boy kia. Ispuru bando doni. Don speru? Ispuru, ispuru. Aya shnarishenya? Non. Aya niki. Vous, comme zoologue, vous êtes persuadé que le langage riche que nous avons entre hommes est vraiment la condition de l'humanité et du développement de l'humanité. D'autant plus que si les hominidés, enfin, dans les témoignages qu'on a, les hominidés présents en Asie ne parlent pas. Ils expriment. Aux hommes sauvages, ils ne parlent pas. Oui, ils ne parlent pas. Il n'y a pas de langage articulé, disons. Oui. Ils émettent des sons, mais il n'y a pas de langage articulé. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'anatomiquement, ils sont très proches de nous. Donc, éventuellement, ils auraient un dispositif qui serait proche du nôtre. Mais qu'est-ce qui fait la différence, justement? Qu'est-ce qui permet... pourquoi ne parlent-ils pas et nous, on parle? Donc, c'est là, je pense, que se situe la différence et que le langage, effectivement, définit bien l'homme. Una forta pudor com la d'un gos mort de 3 dies em va cridar l'atenció. Vaig veure un home dels boscos a uns 3 o 4 metres. Ell no em veia i m'hi vaig estar força temps mirant-lo. Vaig veure unes petjades semblants a les d'un home que calcés un 43 o 44, però amb el peu molt més ample de davant i amb els dits curts. Jo no he vist mai un home pelut, però el meu avi sí, i m'ha explicat com és. Les meves cabres van despertar un home dels boscos que dormia arrecerat sota un arbre adossat a la roca. En veure'm va aixecar-se, em va llançar un roc, girar cua i se n'anà ajudant-se amb un bastó. Són els testimonis de Purdumhan, pastors Chitrali, i Sartor i Lalhan, pastors Gujars. Tots ells viuen a la regió de Chitral, al nord del Pakistan, un indret a l'estribació sud de la serralada de l'Hindu Kush. Tots ells han testimoniat